Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 12 novembre 1986, le Sénat adoptait en première lecture le projet de loi relatif aux libertés des universités porté par le ministre de l'Enseignement supérieur Alain Devaquet. La loi prévoyait notamment de permettre une sélection des étudiants à l'entrée des universités et une autonomie accrue des établissements, permettant de fait leur mise en concurrence. Quelques jours plus tard, une large mobilisation étudiante s'organisait, qui déboucha notamment sur des manifestations rassemblant des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Le mouvement fut également marqué par la mort de Malik Oussekine, un étudiant de 22 ans battu à mort par des policiers le 6 décembre 1986. Le ministre Devaquet présentait sa démission le jour même et le projet de loi était définitivement retiré le surlendemain. Le 13 décembre 1986, Alain Finkielkraut avait invité, dans son émission Réplique sur France Culture, 2 philosophes pour débattre du sens à donner aux événements de mai 1968, à l'occasion d'un numéro de la revue Pouvoir consacré à cette question. Le premier, Luc Ferry, futur ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avait publié l'année passée avec Alain Renaud un livre intitulé « La pensée 68 », dans lequel il défendait l'idée paradoxale et polémique selon laquelle 68 fut un mouvement individualiste. Le second, Cornelius Castoriadis, fut le fondateur du groupe et de la revue révolutionnaire Socialisme ou Barbarie, l'une des grandes influences de mai 68. Le débat, prévu bien avant l'éclatement du mouvement anti-loi Devaquet, fut finalement consacré à ces 2 questions aux recoupements nombreux, celle de l'héritage de 68 et celle de la portée du mouvement étudiant. Le dialogue est d'autant plus riche à écouter aujourd'hui qu'il résonne de manière singulière avec le temps présent, par exemple lorsque Cornelius Castoriadis expliquait en quoi la République parlementaire, telle qu'on l'a vue se développer à l'époque moderne, ne peut que se mourir sans une participation politique véritable des gens. Réplique. Alain Finkielkraut. Le dernier numéro de la revue Pouvoir, paru il y a quelques semaines, est consacré à mai 1968. On constate, à le lire, que les divergences sur la nature, sur le sens de ces événements se sont déplacées, qu'elle n'oppose plus les révolutionnaires aux conservateurs, les utopistes aux réalistes, les libertaires aux partisans de l'ordre et de la tradition, mais qu'elle reste cependant toujours aussi vive. C'est d'ailleurs l'agrément de cet ensemble de textes, sous une apparence très calmement universitaire, on s'y prend à partie assez gaillardement. Les uns, tels Luc Ferry, défendent l'idée que mai 68 est un mouvement individualiste et qui a réussi dans la mesure où il a accéléré l'évolution de notre société dans le sens de l'individualisme. Les autres, tels Cornelius Castoriadis, affirment, je cite les premières lignes même de son article, l'interprétation de mai 1968 en termes de préparation ou d'accélération de l'individualisme contemporain constitue une des tentatives les plus extrêmes que je connaisse, compte tenu de la bonne foi incontestable des auteurs, de réécrire en dépit de toute vraisemblance une histoire que la plupart d'entre nous avons vécue, d'altérer le sens des événements alors qu'ils sont encore, si je peux dire, presque chauds. J'ai voulu que le débat écrit se poursuive de vive voix. J'ai donc invité Luc Ferry, qui est fondateur du Collège de philosophie, qui a écrit 3 volumes de philosophie politique et avec Alain Renaud, un livre déjà célèbre, La pensée 68, et Cornelius Castoriadis, qui est fondateur de Socialisme ou Barbarie et qui a publié de nombreux textes, dont L'institution imaginaire de la société et 2 volumes de Carrefour du labyrinthe aux éditions du Seuil. Mais France Culture, notre station, a beau vivre dans l'éternité des valeurs spirituelles, elle n'en est pas moins léchée par l'histoire et nous ne pourrons pas faire comme si cette émission, prévue de longue date, comme disent les diplomates, n'avait pas lieu ici et maintenant, c'est-à-dire après 15 jours d'une agitation étudiante que beaucoup essayent de définir en référence à 68.
J'aimerais donc, si vous le voulez bien, que nous réservions une partie de notre émission, et par exemple le dernier quart d'heure, à la discussion de ce problème. Mais d'abord, et pour éviter tout malentendu conceptuel, je voudrais demander à Luc Ferry ce qu'il entend par individualisme lorsqu'il définit, de façon assez paradoxale, mai 68 comme un mouvement individualiste. Luc Ferry. Oui, j'aimerais faire 2 ou 3 remarques sur la notion, parce qu'il y a évidemment un concept d'individualisme qui est le concept courant, et qui signifie au fond l'égoïsme, le repli sur la sphère privée, le narcissisme, ce qui se passe dans la société de consommation et dans la société libérale, l'idéologie de la concurrence par exemple. Et évidemment, si on disait que mai 68 est un mouvement individualiste en ce sens courant, ce serait une absurdité. Alors je crois qu'il existe un autre sens du mot individualisme, un sens qui apparaît en gros sur la scène politique avec la Révolution française, et qui offre, je crois, 2 caractéristiques sur lesquelles il faudrait peut-être revenir dans la suite de la discussion. D'abord, l'individualisme, c'est une révolte des individus au nom de l'égalité, ce que Tocqueville appelle la démocratie, au nom de l'égalité contre les hiérarchies. Alors, au moment de la Révolution française, ces hiérarchies, ce sont évidemment les hiérarchies de l'Ancien Régime. En mai 68, ce sont par exemple la hiérarchie à l'université des mandarins ou les hiérarchies bureaucratiques dans l'usine. Et puis, il y a une deuxième caractéristique de ce qu'on pourrait appeler cet individualisme révolutionnaire. C'est la révolte, disons, des individus au nom de la liberté ou au nom de l'autonomie contre les traditions. Les traditions entendues comme ces valeurs, ces lois, ces coutumes dont les individus héritent en quelque sorte sans les avoir voulu, sans les avoir justifiés. Donc je dirais que le sens fort du terme individualisme, c'est anti-hiérarchie au nom de l'égalité, anti-tradition au nom de la liberté. Et la thèse que nous avons voulu défendre, Renaud et moi, mais aussi un certain nombre d'autres, comme par exemple Gilles Lipovetsky, c'est qu'il y avait un lien entre les 2 formes d'individualisme, entre l'individualisme militant, si l'on veut, et l'individualisme libéral, et que ce lien était le lien qui existait au fond, pour le dire très rapidement, entre mai 68 et les années 80. Donc il y aurait en quelque sorte, après la critique des hiérarchies, après la critique des traditions qui caractérise évidemment mai 68, après cette revendication d'autonomie qui caractérise mai 68, revendication d'égalité et de libération à tous les niveaux, il y aurait, une fois que ce mouvement est épuisé, une fois que le gauchisme disparaît totalement de la scène politique, il y aurait l'émergence d'un individualisme narcissique, d'une culture de l'authenticité, comme dit Lipovetsky, donc avec une valeur fondamentale qui est le droit à la différence, et que cette culture de l'individualisme narcissique, donc qui n'est plus l'individualisme révolutionnaire, marquerait très très largement les années 80, et en particulier le début des années 80. Donc je crois que c'est ça le lien que nous voulions établir entre les deux, et qu'évidemment, si on présentait notre interprétation de mai 68 comme s'il s'agissait d'un mouvement, disons, individualiste au sens vulgaire du terme, égoïste, bon, ce serait évidemment faire l'impasse sur tous les projets collectifs qui caractérisent à l'évidence mai 68, mais que nous interprétons comme étant des projets peut-être inessentiels en eux-mêmes, mais essentiels en tant que revendication d'autonomie et de liberté contre les traditions et contre les hiérarchies. Alors bon, je vais pas développer ça, je pense que Corneille aura beaucoup de choses à dire sur ce Cornelius sujet. Castoriadis, est-ce que ça vous amène à atténuer votre critique, ces précisions de Luc Ferry? Mais écoutez, moi je crois que la discussion va cesser tout de suite faute de combattants, parce que si Luc Ferry et Alain Renaud voulaient dire ce que Luc vient de dire maintenant, ou si c'était compréhensible comme voulant dire cela, moi je n'aurais pas écrit cet article, ou pas comme ça. Bon, parce que les thèses que vient de résumer Luc Ferry, en les imputant à juste titre d'ailleurs, à l'essentiel de mai 68, c'est quand même les thèses que, pour ma part, je défends depuis 40 ans, mais je n'aurais jamais rêvé d'appeler cela individualisme. C'est le sens que Dumont donne au terme individualisme. Oui, mais enfin, Dumont, que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup, est un auteur relativement très récent, et les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont là depuis qu'il y a des mouvements émancipateurs en Occident. C'est-à-dire, c'est des valeurs, comme vous l'avez dit très justement, et je suis très content de l'entendre, des valeurs d'anti-hiérarchie, nous en avions fait un cheval de bataille dans Socialisme ou Barbarie, et des valeurs anti-tradition, absolument, ce qui est pour moi, beaucoup plus que toute autre définition, la caractérisation même de ce que j'appelle
une société autonome, une société démocratique, ou une société qui contient les germes de l'autonomie, c'est-à-dire une société qui est capable de mettre en cause ses propres institutions, qui ne sont plus pour elle sacralisées ou qui ne sont pas fondées sur une sorte de raison éternelle possédée par le législateur au moment où il posait les lois. Bon, alors si c'est comme ça, nous reprenons l'analyse que moi-même, d'ailleurs, avait fait à l'époque de mai 68, comme inscrit dans la ligne de ces mouvements qui commencent avec le mouvement, disons, d'autogouvernement de la bourgeoisie occidentale, qui se prolonge en mouvement ouvrier, qui devient un mouvement de jeunes, qui devient un mouvement de femmes, et qui, en mai 68 en France, mais pendant les années 60 en général, dans tous les pays du monde occidental, embrase le monde en faisant entrer, et ça, je crois que ça n'apparaît pas du tout dans votre livre, mais on n'est pas là pour discuter le livre, pour parler des choses mêmes, ce mouvement qui met en cause des dimensions de l'institution de la société qui n'avaient pas été mises en cause par les mouvements précédents, n'est-ce pas? Qui met en cause explicitement ce qu'on aurait pu appeler, ce qu'on a appelé d'ailleurs à l'époque, à nouveau, aujourd'hui, on appelle la dimension culturelle, plus généralement, ce que j'appellerais, moi, l'imaginaire institué de la société, les relations entre individus, précisément, et d'autres aspects que le mouvement ouvrier, par exemple, traditionnel, le mouvement révolutionnaire, ne mettait pas en question. Alors, une dernière remarque, avant de passer à autre chose, sur cette question d'individualisme. Moi, je ne vois pas pourquoi on appellerait ça individualisme, pour la très simple raison que, aussi bien, si je peux utiliser un peu le jargon facile de la philosophie, au niveau empirique, de fait, qu'au niveau des principes, qu'au niveau de droit, il est impossible de mettre l'accent dans ces mouvements uniquement sur la dimension de la libération de l'individu. La libération de l'individu est un des deux vecteurs, mais il y a un autre vecteur sans lequel ces mouvements n'auraient même pas pu démarrer, et qui a été toujours là, qui a été porteur des mouvements. Ce vecteur, c'est le vecteur de l'autonomie collective. C'est-à-dire, c'est le vecteur de l'autogouvernement collectif. C'est la décision d'instaurer de nouvelles formes de vie collective en général, mais surtout au plan politique, c'est-à-dire des nouvelles formes de gouvernement, de nouvelles formes d'autogouvernement. C'est le vecteur qui se traduit par précisément toutes ces tentatives fantastiques, et qu'on vient de revoir d'ailleurs ces derniers jours avec le mouvement étudiant et lycéen, d'auto-organisation des gens. Luc Ferry? Oui, non, je suis assez surpris par ce que disait Corneille, parce que j'ai l'impression que là, effectivement, nous ne sommes pas là pour parler du livre La pensée 68, mais dans ce que nous avions écrit à propos de mai 68, aussi bien dans le Pouvoir que dans ce livre, la référence à Tocqueville était, je pense, suffisamment claire pour qu'on comprenne que l'individualisme auquel nous faisions allusion était situé dans la tradition de la Révolution française et dans la tradition de la rupture avec les hiérarchies et les traditions. Cela dit, là où je crois, pour rassurer Corneille, qu'il y a quand même un grand point de divergence entre nous, c'est que ce qui me paraît important dans mai 68, encore une fois, c'est la revendication des individus, comme on disait, contre le système, c'est la revendication en tant que telle, et non pas tellement les projets politiques dans lesquels cette revendication d'autonomie aurait pu s'inscrire. C'est pourquoi je crois d'ailleurs les projets politiques gauchistes, alors qu'il s'agisse du maoïsme, du trotskisme, ou par exemple même du mouvement du 22 mars, donc des revendications autogestionnaires, eh bien ces projets dans lesquels la revendication d'autonomie aurait pu s'inscrire ont disparu très très rapidement de la scène politique, se sont réduits à néant dès le milieu des années 70, et ce qui est resté dans les années 80, c'est en quelque sorte la revendication de liberté individuelle coupée des projets collectifs dans lesquels elle aurait pu s'inscrire. Ce qui a donné dans les années 80, mais je crois que c'est ça le lien entre 68 et les années 80, c'est pour ça que je dirais que les années 80 ne sont pas l'échec de mai 68, mais la vérité de mai 68. Et là, je crois que la divergence s'exprime à plein.
La divergence J'ai pas est claire. l'impression que Castoriadis soit d'accord sur cette Voilà. filiation. C'est pour ça que je voulais le rassurer. Et je crois que ce qui caractérise les années 80, c'est justement ce repli sur la sphère privée. D'autres l'ont analysé mieux que moi, mais c'est ce repli sur la sphère privée, l'absence de projet collectif et surtout, je dirais, une culture de l'authenticité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu n'a plus à se mesurer à des normes qui sont extérieures à lui, mais il s'agit pour les individus dans les années 80 d'être petits, mobiles et intelligents. Il s'agit pour les individus d'une formule d'actuel. C'est une formule d'actuel, oui, qui au avait début lancé, des années 80. Voilà, qui avait lancé cette formule justement des années 80. Et il s'agit surtout, je crois, il y a peut-être une formule qui résume cette idéologie des années 80, c'est le droit à la différence. Or, là, la thèse que je défendrai ici, c'est que cette idéologie du droit à la différence, elle est bien l'héritière de mai 68, elle est bien ce qui nous est resté de mai 68, que cette idéologie est très problématique, et qu'elle est l'héritière de mai 68 dans ses deux composantes, c'est-à-dire à la fois héritière du mouvement de 68 en tant que mouvement social et politique, mais à la fois héritière, cette idéologie du droit à la différence, de ce que nous avions appelé la pensée 68, et en particulier, je pense aux idéologies du style, en particulier Foucault et Deleuze. Foucault, Deleuze et Guattari. Voilà. Alors là, je pense qu'il y a divergence entre nous. Oui, là, j'ai Il y a l'impression. divergence et je crois qu'il faut Cornelius la creuser. Castoriadis. Il faut la creuser. On n'est pas ici pour arrondir les angles. Si on veut réfléchir, il faut creuser les points de désaccord. Si on coupe, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du plan de principe. Si on coupe la revendication de liberté ou d'autonomie des individus d'un projet politique collectif, il suffit de prononcer ces termes pour que ça devienne absurde. Ah, mais c'est pas moi qui dis que Non, c'est ça non, qu'il non, faut non, faire. non. Je dis que c'est ça qui s'est passé. Bon, alors, précisément. Alors, J'ai pas dit que je m'en réjouissais. ce qui s'est passé, nous sommes donc d'accord, d'après ce que vous dites vous-même, c'est l'effet de l'échec de 68, je reviendrai là-dessus, qui s'inscrit aussi dans un autre enchaînement historique. Mais si l'on coupe le projet de liberté individuelle, ça, il faut que tout le monde le comprenne, parce que là, nous sommes en plein dans la discussion de la pseudo-idéologie qui a sévi depuis quelques années. Si on coupe la liberté des individus de tout projet collectif, qu'est-ce qu'ils font, les individus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas des lois dans la société, Olivier? Qui les fait, ces lois? Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas d'impôts? Est-ce qu'il n'y a pas des autobus? On est d'accord là-dessus. Hein. Bon, donc, de toute évidence, l'idéologie d'une liberté individuelle coupée d'un projet politique collectif qui puisse assurer aux individus la vie dans une société libre, ce qui veut dire, précisément, assurer aussi que les individus participent au maximum à la formation. Une seconde, parce que j'ai Oui, je t'en prie, oui. À la formation des décisions politiques et des lois de la société, une telle séparation est complètement absurde. Et ça, c'est l'absurdité de cette idéologie dont on nous a battu et rebattu les oreilles, on nous a bassiné depuis 5 ou 6 ans, et dont d'ailleurs on voit les effets. Cette idéologie, en un sens, je ne vais pas être grandiloquent, mais j'allais dire, vient de se dissoudre sous nos yeux, mais on va travailler là-dessus, on va le montrer, hein, effectivement. C'est-à-dire, on vient de voir que tout ce qu'on racontait sur la liberté d'entreprendre, sur Bernard Tapie, sur ceci, sur cela, etc., disparaît à partir du moment où les gens veulent faire quelque chose, où ils veulent poser quelque chose, et ça, on l'a vu dans le mouvement étudiant, dans son évolution pendant 15 jours. Maintenant, deuxième chose, le repli sur la sphère privée. Moi, je ne pense pas que cela soit, non seulement pas l'effet de 68, c'est l'effet de l'échec de 68, mais c'est plus que cela. Parce que ce repli sur la sphère privée, à plus long terme, caractérise le capitalisme moderne. Personnellement, je l'avais décrit depuis 59 sous le terme de privatisation. Bon. Et je dirais même plus généralement, c'est une des deux composantes de la société politique moderne. Ça a été pratiquement théorisé par Constant. Le problème de Benjamin Constant, et même avant lui, de Ferguson déjà à 1770, c'était comment avoir une société qui ne soit pas une société d'esclavage politique si personne ne veut s'occuper des affaires publiques. Réponse, moi je crois, c'est à peu près la quadrature du cercle, c'est-à-dire on ne peut pas l'avoir, mais enfin. Bon, donc ce repli sur la sphère privée qui a caractérisé
avec un redoublement d'intensité la période d'après 68, et là depuis tout le temps, il était là beaucoup plus depuis que le capitalisme moderne s'est installé, avec le consumérisme et tout le reste, et je ne vais pas tout ramener à ce qui a été déjà dit autrefois, mais pour moi ces deux éléments, c'est-à-dire la lutte pour l'autonomie et ce repli vers la sphère privée, en un sens, continuent à exprimer actuellement le dilemme, si je peux dire, socialisme ou barbarie. Ce n'est rien d'autre. Une société où tout le monde serait replié sur la sphère privée serait une société abandonnée à M. Pasqua, M. Reagan, etc., etc. Et si elle était complètement abandonnée à ces gens-là, eh bien ces gens-là ne se contenteraient pas de gérer tranquillement une société qui existe, n'est-ce pas ? Luc Ferry peut-être, et puis après j'essaierai d'intervenir moi-même. Là, je voudrais que les points de divergence soient les bons, c'est-à-dire qu'on s'oppose effectivement là où on doit s'opposer. Il est clair que nous sommes d'accord, je pense tous les deux, pour critiquer l'individualisme, au mauvais sens du terme, l'individualisme apathique des années 80. Le désaccord porte sur le fait que je ne pense pas que le projet de la démocratie directe ou le projet de l'autogestion soit la solution à apporter à cet individualisme qui effectivement est critiquable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que si on reste encore un instant sur la question de l'interprétation de mai 68 et des conséquences de mai 68, échec ou vérité du mouvement. Voilà, je crois, le problème quand on essaye de comparer 68 et les années 80. La thèse que nous avons défendue était la suivante, en tout cas la thèse que je défendrai est la suivante, c'est que l'individualisme des années 80, celui que nous critiquons tous les deux, même si c'est au nom de projets politiques qui sont différents, eh bien cet individualisme des années 80, il est bien l'héritier de mai 68, il n'est pas l'échec du mouvement, et c'est ça, je crois, le point d'opposition. Et je voudrais en donner, je dirais pas une preuve, mais disons, en tout cas un indice qui me paraît tout à fait intéressant, qui n'est pas dénué de sens. C'est un texte c'est le seul texte que je citerai, un texte que j'ai apporté, un texte très récent qui a été publié il y a 15 jours par Danny Cohn-Bendit et par Félix Guattari. Alors Danny Cohn-Bendit, tout le monde sait qui c'est. Félix Guattari, c'est quelqu'un qui est un philosophe qui a eu une grande importance dans les années 60-70, qui a écrit comme on sait, avec Deleuze. Voici le texte que je voulais justement soumettre à Castoriadis. Le texte s'appelle Contribution pour le mouvement qui fait référence donc aux thèses de Deleuze et Guattari. Voici ce qui est écrit, donc signé par Cohn-Bendit et Guattari. Le but, donc aujourd'hui, n'est plus de parvenir à un consensus approximatif sur quelques énoncés généraux couvrant l'ensemble des problèmes politiques en cours, mais tout au contraire, de favoriser ce que nous appelons une culture de dissensus, œuvrant à l'approfondissement des positions particulières et à une resingularisation des individus et des groupes humains. Quelle ineptie que de prétendre accorder sur une même vision des choses les immigrés, les féministes, les rockers, les régionalistes, les pacifistes, les écologistes et les passionnés d'informatique. Ce qui doit être visé, ce n'est pas un accord programmatique gommant leurs différences. Alors, ça, je dirais que c'est exactement l'héritage de 68, c'est exactement l'idéologie des années 80, c'est exactement l'idéologie individualiste du droit à la différence, c'est le refus, je dirais, aussi bien de ce qui m'intéresse, à savoir la République, que de ce qui vous intéresse, à savoir la démocratie directe. Et à moins de m'expliquer que Danny Cohn-Bendit n'a aucune importance pour ce qui concerne 68 et qu'il n'est pas le leader du 22 mars et que Félix Guattari n'est pas un philosophe français des années 70, j'aurais du mal à penser que ce texte est sans intérêt et qu'il n'est pas significatif de justement cet héritage que représentent les années 80 par rapport au mouvement des 68. Je voulais intervenir là, mais je crois qu'il faut laisser Castoriadis répondre parce que l'attaque est très directe. Non, il y a beaucoup de points. D'abord, comme dirait Luc Ferry lui-même, Danny Cohn-Bendit a une double existence, n'est-ce pas? Il est d'un côté le personnage qui a été le leader de 22 mars et de mai 68, etc., un des leaders, ou un des porte-paroles. De notre côté, c'est, comme on dirait, un individu empirique qui a le droit d'avoir des opinions, qui évoluent et qui dit des choses. Ce texte que vous avez cité, je le connais, qu'il y ait eu ces histoires sur la culture de dissensus, mais elles étaient là même en 68. Même pendant les événements, la question c'est qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qu'on privilégie. Moi-même, j'ai combattu dans le texte de La Brèche des tendances de ce genre qui se faisaient jour dès l'époque. Nous serons d'accord pour dire qu'une culture du dissensus, au sens qui est dite là, se heurte encore au même reproche d'absurdité. C'est-à-dire, la question n'est pas de mettre d'accord les immigrés et les Français et les je ne sais pas qui
sur les rockers, les goûts musicaux ou sur le fait que les pâtes Panzani sont les meilleures pâtes du monde. La question, c'est qu'il ne peut pas y avoir de société qui n'ait pas un minimum d'intolérance, n'est-ce pas, pour un minimum d'hétérogénéité. On peut dire aussi que la question est d'éviter d'enfermer les gens dans leur identité d'immigrés, de rockers, absolument, de féministes ou de régionalistes. Là, il y a quand même, sous prétexte de privilégier les différences, une fixation des gens dans leur identité qui est assez déplorable. Un tout à fait autre problème. Laissez-moi, si vous voulez dire un mot encore. Non, mais la question, bien sûr, moi je suis partisan d'une reprise des formes de la démocratie directe dans les conditions de la vie moderne, ce qui veut évidemment dire qu'elles seront autre chose, elles seraient autre chose, ou elles seront autre chose qu'est-ce qu'elles ont été par le passé. Mais il faut convenir quand même au moins de ceci, n'est-ce pas? Démocratie directe ou pas démocratie directe, cette république-là, telle qu'elle existe, que moi j'appelle l'oligarchie libérale, se meurt sans une participation politique des gens. Or, comme ces institutions se meurent, c'est-à-dire, elle produit Monsieur Pasqua. Voilà ce qu'elle produit. Elle produit Monsieur Reagan. Bon. Or, comme ces institutions... C'est un raccourci assez rapide. C'est un raccourci assez rapide. Elle produit pas que cela. Mais elle produit la loi Savary, par exemple, que le gouvernement est obligé... Il faudrait réfléchir sur cela, sur tous ces problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement de cette république, ou bien on est républicain? Alors, on devrait dire que ni Mitterrand n'aurait dû retirer la loi Savary parce qu'il, sous le fallacieux prétexte qu'il y a eu une manifestation publique, ni Chirac n'aurait dû retirer la loi Desvaquet sous les fallacieux prétextes qu'il y avait des manifestations. Enfin, Clemenceau n'aurait jamais accepté cela, n'est-ce pas? Bon, un vrai républicain n'aurait pas dû accepter cela. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les institutions de cette république libérale assurent non pas la participation, mais la non-participation des gens, cette république ne peut se survivre que dans la mesure où périodiquement elle subit ces espèces de crises, de spasmes, de sursauts qui mettent un frein à l'absurdité des gouvernants et à l'absurdité du système. Et ça, c'est la question de la participation. Or, je ne peux pas, comment il peut y avoir démocratie directe ou pas, une philosophie politique qui ignore cette question, qui fasse l'impasse là-dessus. Dernier petit point, il faut quand même voir qu'est-ce qu'il y a derrière les slogans. Les individus petits, mobiles, etc., ou le droit à la différence, ils recouvrent quoi en réalité? Ils recouvrent la vacuité, n'est-ce pas, de la répétition publicitaire et de la répétition de mode à travers tous les étages de la société. C'est un slogan totalement fallacieux et qui correspond à aucune réalité. Oui, mais voilà, Luc Ferry, vous répondez là-dessus, et ensuite nous passons au deuxième volet de l'émission, c'est-à-dire à la question des événements que nous venons de vivre. Luc Ferry. Oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec beaucoup de ce que vient de dire Corneille, Castoriadis. Simplement, pour essayer simplement de comprendre cette question de la démocratie directe. Et ici, donc hors de toute polémique ou même de toute opposition. J'ai l'impression que si on conçoit les grands mouvements sociaux post-révolution française comme des mouvements individualistes au sens révolutionnaire du terme, c'est individualiste au sens anti-hiérarchie, anti-tradition, il est clair que l'horizon de ces mouvements, c'est toujours la démocratie directe, c'est toujours l'idée de participation. Chaque fois qu'on critique des hiérarchies ou des traditions, c'est effectivement au nom de l'autonomie. Et par conséquent, je comprends très bien comment, à l'horizon de tels mouvements, ce que j'appellerais le fantasme de la démocratie directe est toujours présent. Pour autant, je ne pense pas que ce soit la démocratie directe qui soit véritablement la solution de ces revendications, disons, de participation au pouvoir politique ou de liberté des anciens, comme disait Constant, qui sont par ailleurs tout à fait légitimes. Bon, pourquoi je ne le pense pas? Parce que je pense que la démocratie directe présente deux inconvénients qui sont, à mon avis, tout à fait catastrophiques. Le premier inconvénient, c'est de fonder le droit sur un mouvement absolu, sur une mobilité absolue qui est la mobilité des assemblées qui peuvent... Bon, c'est déjà ce que dit Rousseau. Au fond, on peut critiquer toutes les lois, on peut critiquer les lois qu'on n'a pas faites parce qu'on ne les a pas faites, au nom de la critique des traditions, mais on peut aussi critiquer les lois qu'on a faites parce qu'on les a faites et parce qu'on en est le maître. Et ça, je pense que c'est la maîtrise absolue du droit par la volonté des individus. Il n'y a plus de transcendance. Il n'y a plus de transcendance. Cette volonté est parfaitement mobile. Et par conséquent, même s'il y a exigence de participation politique qui est tout à fait légitime, je ne pense pas que ça puisse être par le biais de la démocratie directe, parce que la démocratie directe, c'est au fond la négation de l'état de droit au nom de la souveraineté populaire. Et en plus, je pense que dans la pratique,
Autant je trouve que la démocratie directe, c'est formidable pendant 15 jours, de voir les assemblées, comment ça fonctionne. Bon, étendu à l'ensemble de la société, à l'ensemble des questions politiques, économiques, etc., je pense que c'est ni plus ni moins l'institutionnalisation des rapports de force entre les individus. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça se passe dans les assemblées au bout d'un certain temps. Au début, ça se passe de façon formidable, c'est tout le monde a la parole, c'est tout à fait sympathique. Au bout de 15 jours, eh bien, il y a un certain nombre d'individus qui ont pris le pouvoir et on sait très bien qu'il devient finalement impossible d'avoir un véritable débat dans ces atmosphères d'assemblée si elles étaient, disons, institutionnalisées comme véritable mode d'autogouvernement. Oui, notre problème n'est pas quand même la démocratie directe. Non, c'est le sens de mai 68, mais je dirais quand même deux mots. Il faut pas se permettre de dire tantôt la démocratie directe, c'est l'horizon des mouvements révolutionnaires, et tantôt qu'elle en est le fantasme. Ça n'a pas la même signification. Pour moi, si. Non, parce que quand on pense, il y a toujours un horizon, et quand on agit, il y a toujours un horizon, et on peut discuter si cet horizon, s'il est un véritable horizon, au sens qu'il est inaccessible et qu'il recule au fur et à mesure qu'on avance, ou si c'est un pur fantasme. Bon, alors... moi, je discuterais volontiers avec quelqu'un qui dit que la démocratie directe est l'horizon, mais je voudrais dissiper deux malentendus. Il ne s'agit pas de nier l'état de droit, il s'agit de trouver des dispositifs institutionnels qui permettent le passage des formes effervescentes d'autogouvernement que nous connaissons pendant les phases révolutionnaires, ou qu'on a connues encore maintenant, pour le mouvement étudiant, à des formes permanentes assurant la participation. Et le hic, c'est que la République parlementaire n'est pas une forme qui assure cela, c'est une forme qui assure le contraire. Bien. Elle assure la non-participation. Alors, comme promis, nous allons consacrer notre dernier quart d'heure justement à ces formes effervescentes d'autogouvernement, pour employer la formule de Castoriadis que nous venons de vivre. Qu'en pensez-vous? Comment qualifiez-vous ce mouvement par rapport à 68 tel qu'en lui-même? Et pour reprendre aussi une formule de Luc Ferry, y a-t-il selon vous une pensée 86? Alors je pose la question, mais je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, entrer moi-même dans l'arène et y répondre dans l'espace de temps qui me sera imparti, comme vous et après vous. Alors d'abord Luc Ferry. Oui, moi je viens de vivre ce mouvement d'assez près, enfin en tant que prof à l'Institut d'études politiques de Lyon. Alors je dois dire que j'ai à la fois beaucoup de sympathie pour lui, en même temps un certain nombre de critiques, dans la mesure où je pense que c'est un mouvement qui restait malgré tout assez corporatiste. Je crois qu'il faut le resituer, ce mouvement, dans le sillage des années 80, parce qu'on a lu partout dans la presse, il y a des gens qui disaient les années 80 c'est l'individualisme, les étudiants sont des veaux individualistes. En fait, on voit très bien que c'était complètement faux, parce qu'ils se sont réveillés, il y a eu des formes formidables d'autogouvernement, etc. Bon, je crois qu'il faut un peu tempérer l'enthousiasme. Je crois que dans les années 80, en fait, il y avait deux choses. Pour aller très vite, enfin il y avait beaucoup de choses, mais il y avait au moins deux choses importantes dans ces années 80. Il y avait à la fois un très très fort mouvement individualiste, un très fort repli sur la sphère privée, et en même temps, comme nous l'avions d'ailleurs noté, Renaud et moi, il y a quelques années dans un livre, il y avait un retour du droit. Je crois que ce qui a marqué vraiment les années 80 par rapport à 68, c'est le retour du droit, retour des droits de l'homme, retour de l'état de droit, etc. Je me souviens qu'en 68, le 22 mars, il y avait écrit sur la fac de droit de Nanterre le droit et la vaseline qui sert à enculer le prolétariat. Je crois que personne, je suis désolé de dire quelque chose aussi grossier à une émission à France Culture, mais c'était un slogan de 68, je crois qu'il faut le citer. Absolument. Je crois que personne ne dirait ça aujourd'hui, et que ça, c'est l'héritage des années 80. Pour aller très vite, je dirais que ce que je retrouve dans le mouvement de 86, c'est à la fois d'un côté un mouvement individualiste au mauvais sens du terme, un mouvement corporatiste. Et là, je crois que quand on a dit génération morale, on a parlé un peu vite. Les étudiants n'ont pas beaucoup réfléchi c'est un mouvement pré-marxien. Les étudiants n'ont pas beaucoup réfléchi aux inégalités réelles quand ils demandaient l'égalité formelle. Et je crois qu'ils sont restés, il y avait un côté touche pas à ma fac, très frileux, très conservateur. On voulait retirer le projet de Vaquet, on voulait pas tellement autre chose. Et puis, à côté de ça, qu'on peut critiquer, il y avait quelque chose de tout à fait formidable, à mon avis, et très sympathique, et que j'ai vraiment vu chez les étudiants, qui était ce caractère extraordinairement démocratique du mouvement, en tous les sens du terme. Démocratique aussi bien au sens que lui donne Corneille Castoriadis, et démocratique, je dirais, aussi au sens de l'état de droit. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas contradiction entre, disons, l'état libéral-provident dans lequel nous vivons et des revendications démocratiques de ce type. C'est que, là, je peux en témoigner,
dans ces assemblées générales, tout le monde a pu s'exprimer, ou presque tout le monde a pu s'exprimer de façon libre, et il y a vraiment eu des élections qui étaient démocratiques. Donc là, je crois qu'il y a les deux composantes, à la fois un mouvement tout à fait démocratique avec une possibilité réelle d'argumentation, et en même temps un mouvement corporatiste très frileux. Et je crois qu'il y a ces deux aspects. Par conséquent, il faut être assez mesuré quand on parle du mouvement de 86. On peut ni dire c'est formidable, ni dire c'est re 68, c'est l'enfer, c'est le peuple est dans la rue, etc. Cornelius Castoriadis. Oui, par contre, je constate une assez grande convergence des vues avec Luc Ferry, bien qu'il y a des points que j'aimerais souligner en plus. Je suis tout à fait d'accord sur l'aspect, en tout cas au départ, et surtout même, je dirais au départ, corporatiste, de défense frileuse un peu, d'un statu quo qui était... après tout, tout aussi critiquable et tout aussi à réformer que celui que Devaquet voulait mettre en avant. Oui. Bon, il y avait donc cela, mais de notre côté, il y avait aussi, bon, ça va de pair d'ailleurs, au départ, précisément, l'absence de tout horizon dépassant le monde étudiant et la sphère des revendications étudiantes, comme si on se désintéressait, que la société se débrouille, qu'elle nous donne les bonnes universités, et puis nous on n'a rien à faire du reste. Bon, alors ça c'est comme ça. Mais c'est un mouvement qui a commencé avec des gens très jeunes, et il faut aussi voir là-dedans, si j'avais mes idées et leur âge, et j'étais là, j'aurais dit ce que je viens de dire. Bon, c'est une chose, mais de notre côté, il y a les éléments que vous avez soulignés, c'est-à-dire cette fantastique capacité d'auto-organisation, ce réapprentissage ou cette redécouverte d'une véritable démocratie dans les assemblées. Je ferai remarquer que les délégués étaient révocables, n'est-ce pas, les délégués à la coordination nationale. Enfin, parlons pas trop des délégués, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais malgré... Non, c'est pas ce qu'il y a de plus démocratique, mais je dirais aussi ceci, malgré le fait qu'on voit pas comment un tel mouvement, ça reste une des croix de tout mouvement de grande réforme de la société ou de révolution, comment un tel mouvement pouvait se coordonner à l'échelle française sans que les organisations y mettent leur nez, les petites organisations ou les grandes, ce qu'on voit, c'est quand même que le mouvement a su remarquablement pas les tenir à distance, mais ne pas se laisser précisément manipuler par ces organisations. Par les groupuscules, ou par les groupes, ou par le PS, etc., même s'il y a des tentatives de récupération, ce qui est dans l'ordre des choses, après tout, c'est dans le jeu. Mais je voulais aussi dire, il y a deux choses pour lesquelles le mouvement est important. D'un côté, je crois qu'il y a eu quand même assez rapidement un apprentissage de la part des participants de leur inévitable, incontournable insertion dans la sphère sociale et politique en général. Ça, je crois, les gens l'ont vu, les jeunes l'ont vu, l'ont compris. On en a des témoignages, tout ce qu'il y a de plus direct, et très très nombreux, et cela est très important. Et de notre côté, il y a le dépassement, bien entendu, des illusions pseudo-révolutionnaires, comme du genre le grand soir, c'est pour ce matin, etc. Et la compréhension qu'il y a un long travail, un grand travail devant soi à faire. Et il y a un autre aspect qui, à mon avis, est très important et qui, là encore, dépasse la portée du mouvement étudiant. Corporatiste, oui. Maintenant, comme 68, au départ, le mouvement agit comme révélateur de la société. Et qu'est-ce qui dévoile le mouvement? Eh ben, le mouvement dévoile la vacuité totale, sans aucun calembour, qui règne dans les têtes de ceux qui nous gouvernent. L'anarchie au niveau gouvernemental. Non, c'est pas... si, non. Absolument, non, absolument. Et ça, je crois que tout le monde l'a vu. Et je terminerai en répétant encore une fois ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est à mon avis très important. Il ne faut pas bricoler avec les idées politiques plus qu'il n'est nécessaire. Je veux dire, si on reconnaît que le mouvement non seulement était positif, mais avait une certaine légitimité, oui, ça veut dire qu'on refuse en un sens la légitimité
des institutions existantes. Alors, avant, parce que, c'est plus compliqué. C'est pas très compliqué, parce que c'est pas seulement un point de vue de droit constitutionnel, que c'est le Parlement qui fait les lois, etc., et pas la rue, et pas les manifestations, mais c'est aussi une autre chose. Si Clemenceau était là, il l'aurait dit. Bon, les lois sont faites par et pour les représentants de 55 millions de Français et pas d'une catégorie d'1 million de personnes. Alors, avant que Luc Ferry ne vous réponde là-dessus, j'espère qu'il aura le temps, je voudrais, fidèle à ma promesse et à l'exception que j'ai voulu instaurer, répondre moi-même à la question que j'ai posée. Y a-t-il une pensée 90? Je voudrais d'autant plus y répondre 86, pardon. Je voudrais d'autant plus y répondre que j'introduirais peut-être un peu de divergence, parce que pour moi, ce mouvement n'a pas été révolutionnaire, certes, mais il n'a pas été non plus moral, utopique, comme on l'a défini, où il a été surtout, et je ne trouve pas de meilleur mot, cucu. Je crois que nous venons de vivre 15 jours extrêmement cucu. Alors cucu au sens d'abord où les jeunes qui ont composé ce mouvement se sont exclus eux-mêmes de l'âge adulte. Ils ont dit les adultes avec nous, ce qui est tout à fait extraordinaire parce que biologiquement ils ont tout de même tous les droits de prétendre à la maturité, parce que le droit de vote est à 18 ans et parce que certains d'entre eux ont 20, 25 ans ou 28 ans. Alors des gens comme le leader du mouvement, des gens de 28 ans qui disent les adultes avec nous, ça me paraît assez curieux. Mais ce n'est pas très important. Plus important dans ce que j'appelle QQ, c'est un mouvement, selon moi, sentimental et sans pensée. Sentimental dans la mesure où, effectivement, il veut lutter contre la sélection et contre le racisme sans penser. Dans la mesure où il a dit que la sélection et le racisme procédaient d'une même logique d'exclusion. Dans la mesure aussi où il a abrogé la loi de Vaquet, ce qui a remis en vigueur la loi Savary, qui, comme l'écrit aujourd'hui Jacques Julliard, sur les points les plus contestés, contient à peu près les mêmes dispositions que le projet de Vaquet. Donc, il n'y a aucune victoire. QQ, enfin, parce que l'aspect le plus scandaleux peut-être du projet de Vaquet concernait la revanche des mandarins de l'université. Et là-dessus, les étudiants qui ne voyaient guère plus loin que le bout de leur nez n'ont absolument pas été mobilisés. Et je crois que ce ne serait pas grave. Il ne s'agit pas pour moi ici de mettre en cause ce mouvement lui-même, parce qu'il y avait un potentiel, effectivement. Les gens sortaient de l'anomie, de l'individualisme au mauvais sens du terme. Ils discutaient entre eux. Il y avait de la chaleur collective. Il y avait une possibilité de débat, mais il aurait fallu pour cela que ces jeunes en mouvement rencontrent des interlocuteurs. Or, à mon avis, ils ont rencontré uniquement des flatteurs. Il y a eu partout des flatteurs. D'abord, et donc on a assisté à un mouvement général de cuculisation de la société. D'abord, les photographes. Et je dois dire que les photographes qui ont fait dans les journaux des rétrospectives constantes d'un mouvement en train de se faire, 21 jours qui ont ébranlé la France, et ces photographes ont réinventé le réalisme socialiste. On voyait des jeunes, le visage fixé vers l'horizon, qui étaient beaux comme des colcosiens. D'autre part, les journalistes et les hommes politiques ont rivalisé d'adjectifs. Si à les en croire, les étudiants étaient à la fois enthousiastes et sages, ils combinaient la maturité, la jeunesse, etc. Enfin, ils étaient tout. Et tout, c'est un peu trop. Et d'autre part, je voudrais dire également que la tragédie, à savoir la mort de Malik Oussekine, aurait pu arrêter le QQ. Or, selon moi, c'est le QQ qui a mangé la tragédie. Malik Oussekine est mort, il a perdu son nom de famille, il est devenu Malik, notre copain, le copain de tous. Et cela, c'est quelque chose, à mon avis, d'assez désagréable, et ça a d'autres conséquences, ça a des conséquences assez graves, parce qu'on a dit, à travers ce mouvement, les jeunes sont nés à la politique. Or, qu'est-ce que c'est que la politique? Naître à la politique, c'est prendre conscience de la différence qu'il y a entre les catégories de la vie privée et celles de la vie publique. Et là, on a vu les catégories de l'intimité, notre copain, etc., dégouliner dans la vie publique, dégouliner vraiment grâce aux étudiants et surtout au relais que les journalistes et les hommes politiques leur ont donné. Et c'est le contraire, selon moi, d'une naissance à la politique. Et là, je me tais, je reprends mon rôle de modérateur. Luc Ferry, Cornelius Castoriadis pour les dernières 5 minutes. Excusez-moi. Très, très rapidement, je vous trouve un tout petit peu sévère avec le mouvement, bien que je sois assez d'accord avec ce que vous dites, mais quand même un peu sévère. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une très grande démagogie des anciens. Enfin, il y a eu une banderole dans le mouvement qui était assez drôle, qui était évidemment ironique, où c'était marqué: les anciens de 68 appellent à soutenir la juste lutte de leurs camarades jeunes. Bon, c'est vrai que c'était un peu le style du manifeste des intellectuels, oui, en particulier, qui était assez pénible, je dois dire, à cet égard. Cela dit, je crois qu'il y a eu, on peut parler de vacuité dans la tête de nos gouvernants. Je crois pas qu'on ait la classe politique la plus bête du monde, enfin à droite comme à gauche, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a eu surtout une très très grande erreur de la droite,
qui a été de penser que, par exemple, les dénationalisations et le projet de Vaquet, ça allait passer dans la même foulée parce que c'était la même logique. C'était une logique américaine, néolibérale, etc. Autonomie des universités, dénationalisation des universités. Et je crois que c'est une grande erreur parce que ce que la droite n'a pas du tout compris, c'est que les dénationalisations, tout le monde s'en moquait éperdument parce que ça touchait pas la vie privée des gens. Alors que le projet de Vaquet, ça a été perçu comme ça. Quand on a dit le bac, ça suffit pas pour rentrer à l'université. Quand on a dit il faut quelque chose de plus, il va y avoir une sélection à l'entrée de l'université. Les étudiants ont compris ça comme ça. On va désigner d'emblée qui sera chômeur, qui sera pas chômeur, qui sera cadre, qui sera pas cadre. Et je crois qu'il faut pas sous-estimer là encore l'origine très individualiste. Et là, je rejoindrai ce que disait Alain Finkielkraut, l'origine très individualiste et très corporatiste du mouvement. Même si je suis d'accord pour dire qu'il y a une dimension tout à fait autre et très sympathique. Les 2 dernières minutes, Cornelis Castoriadis, vous appartiennent. Erreur de la droite, oui, mais des erreurs qui se cumulent et qui concernent aussi bien la droite que la gauche, c'est plus des erreurs, c'est une structure. Et ce système, c'est ça qu'il produit. Et il produit ça pendant 2 siècles maintenant, chaque fois qu'on est en période calme. Bon, alors donc il n'y a pas seulement les erreurs de la droite, il y a un trait profond du système qui fait que ce n'est que des gouvernants type Reagan, type Chirac, type Fabius, qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, ça c'est une première chose. Je crois que on peut et on doit être sévère avec le mouvement. J'ai tâché moi-même de l'être dans une interview que j'ai donnée à Libé, qui a été caviardée d'ailleurs, et je crois comme par hasard, sur les endroits les plus sévères pour le mouvement. On peut pas... Effectivement, Finkielkraut a trouvé un mot qui peut blesser, qui est excessif, mais il y a de ça. Il y avait une dimension cucu au départ, et cette dimension cucu, les jeunes, ils l'ont pas inventée. Cette dimension cucu, c'est la dimension de la société contemporaine. C'est ça que leur raconte la télé tous les jours, c'est ça que leur racontent les ministres, c'est ça que leur raconte le Premier ministre, le président de la République elle-même, c'est le ton sur lequel ils parlent. Bon, alors c'est vos enfants, n'est-ce pas, s'ils sont cucu, eh ben c'est vous les avez fait comme ça. Bon, pourtant c'est ça, c'est pas ça, c'est le fait qu'ils commencent à se dégager de ce ton cucu et qu'ils font autre chose. Et parmi les slogans, il n'y a pas que ceux qu'on a cités, il y avait des slogans qui n'avait rien à faire avec ce monde cucu, il y avait tout à fait autre chose. Voilà, je m'arrête là. Bon, mais écoutez, là, je crois qu'on peut terminer. Cette conclusion nous réunit peut-être tous, malgré les divergences, malgré le dissensus qui persiste. C'était Réplique par Alain Finkielkraut avec Luc Ferry et Cornelius Castoriadis, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 décembre 1986. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.